Alors, nous allons maintenant aborder la dernière partie de 1848, que j'ai appelée la tragédie, parce qu'en fait, 48 février, c'est l'espoir. Mars, avril, mai, on l'a vu, sont les difficultés, et là, on va hélas aller vers la tragédie. Alors, une commission exécutive va être, après les élections d'avril, va être mise en place le 11 mai, on va voir pourquoi et dans quel contexte. C'est un remplacement de gouvernement en quelque sorte. Donc la nouvelle majorité modérée à l'Assemblée, qui est une Assemblée donc constituante, est soucieuse avant tout de rétablir l'ordre. Elle hérite d'un double traumatisme, le désordre social du comité de salut public de 93-94, elle n'en veut pas, mais le retour d'un homme fort à l'image de Bonaparte, elle n'en veut pas non plus. Les députés vont essayer de trouver un juste milieu entre les deux dangers, en quelque sorte, d'une situation de crise. Et finalement, ils vont avoir Louis-Napoléon Bonaparte. À cela s'ajoute la difficulté de l'absence de constitution, parce que, évidemment, la constitution n'est plus valable, et il faut en créer une nouvelle, à la place de la monarchie de juillet. On ne sait pas exactement comment le nouveau régime va être constitué, on essaye d'y réfléchir. Et des hommes avertis, comme Odilon Barrot ou Alexis Tocqueville, décident d'instaurer une commission exécutive. Quand on ne sait pas quoi faire, on met en place une commission d'hommes en principe compétents, en leur donnant un délai pour faire des propositions à l'Assemblée nationale. Et c'est ainsi que la fameuse commission exécutive, qui est en titre ici, est mise en place le 11 mai 1948. Alors elle est composée des membres les plus célèbres du gouvernement. J'ai trouvé cette gravure que je trouve est très stéréotypée, mais j'ai rien trouvé d'autre. Elle est belle, oui, mais c'est pas très ressemblant en fait. Ils se ressemblent un peu entre eux. Et, voilà, elle est artificielle, voilà. Donc on voit ici Arago, Garnier-Pagès, Marie, donc Ateliers nationaux, Ledru-Rollin et Lamartine. En fait, cette commission n'a aucun pouvoir. Elle est chargée d'assurer la continuité de l'État, de maintenir l'ordre et d'attendre que le Parlement rédige une nouvelle constitution. C'est donc un peu un nouveau gouvernement provisoire qui est installé en attendant mieux. Et elle est mise en place le 11 mai. Or, on se souvient que c'est le 15 mai que les choses dégénèrent dans l'Assemblée nationale. 3 jours après sa mise en place, elle se heurte à la manifestation du 15 mai. Donc cette commission est mal partie pour faire du bon travail. Le 15 mai marque la fin de ce qu'on appelle le romantisme révolutionnaire, la fin de l'utopie républicaine, au sens hugolien du terme, Hugo qui avait une vision très utopique de la République. Cette commission exécutive, on lui demande surtout de ne rien engager qui puisse relancer la dynamique de février. On vous met en place, mais vous ne faites rien. Elle est divisée politiquement entre des libéraux qui sont plutôt favorables au développement des affaires et peu soucieux des problèmes sociaux, et d'autres comme Lamartine qui sont beaucoup plus humains et qui voudraient tenir les promesses de février 1948. Alors nous avons les confidences comme je l'ai dit tout à l'heure, de Lamartine, que j'ai appelé un homme de bien, parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut le définir. Dans son histoire de la Révolution de 1948, il avoue qu'il a vécu toute cette expérience comme une épreuve morale, comme un véritable effondrement intérieur. Il a été submergé par les événements. Là, je lis un peu le texte parce que c'est difficile à résumer. Il s'est senti écrasé par la responsabilité. Il est perpétuellement hanté par le sang versé dans les manifestations, dans les émeutes. Il comprend trop tard que la nouvelle majorité ne partage pas du tout son idéal, et que sa république, il voulait une république, je dirais, unitaire. En fait, cette république va être minoritaire, et ce sera la république d'une élite conservatrice. Poète, on peut dire que lui-même, poète, n'était pas armé pour exercer le pouvoir exécutif. Il fut grand dans l'élévation, mais démuni en face des réalités. Dépositaire d'un idéal, armé de sa seule sincérité, Alphonse de Lamartine n'était pas un homme de pouvoir. Il restera l'homme de février 1948. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Alors, la fermeture des ateliers nationaux va être décidée non pas par la commission, mais par l'Assemblée. Évidemment, des enquêtes sont diligentées pour dénoncer le coût excessif des ateliers nationaux, puisqu'il y a une crise et que donc les contribuables commencent à se fâcher.
Et alors, les conclusions de la commission sont terribles. Ça, c'est une commission de la commission des finances. Ce n'est pas la commission exécutive, une sous-commission de quelque sorte. Les conclusions disent: l'État qui promet le travail à tous ruine la République avant de l'avoir fondée. C'est-à-dire qu'on considère que les promesses sociales de la République la ruinent par avance. Donc, il y a vraiment un blocage à ce niveau qu'il faut franchir. Donc les rapports sur les ateliers nationaux, comme on l'a vu tout à l'heure, évoquent un travail fictif, une oisiveté organisée, un danger social. La responsabilité de l'État dans la désorganisation du travail est passée sous silence. Alors évidemment, on ne dit pas que c'est l'État qui est responsable. C'est quand même Marie. C'est là que c'est important de savoir que ce n'est pas Louis Blanc qui crée les ateliers nationaux, mais Marie, ministre d'État. Voilà. Alexis de Tocqueville soutient que l'idée même de droit au travail est une illusion dangereuse. Donc, vous voyez, Tocqueville, qui a travaillé sur la démocratie aux États-Unis, considère, alors c'est vraiment un libéral, que le droit au travail est une illusion dangereuse. C'est-à-dire qu'il faut se débrouiller, la logique, c'est que donc il faut se débrouiller pour que le marché crée le travail, mais le travail ne peut pas être un droit. Sinon, on arrive à une sorte de revendication sociale qui devient vite violente, dans l'esprit de Tocqueville. C'est comme ça qu'il voit les choses. C'est donc un credo libéral. Le 21 juin, la question du maintien de la suppression des ateliers nationaux est inscrite à l'ordre du jour. Le climat est tendu. Et finalement, alors les votes se font par assis ou levé. C'est un peu le brouhaha et un peu la confusion dans l'Assemblée. Mais enfin, visiblement, une majorité écrasante en faveur de la suppression s'exprime. On supprime les ateliers nationaux du jour au lendemain, le 21 juin. Et on dit aux ouvriers célibataires sans emploi qu'ils doivent ou rejoindre l'armée ou partir en province chercher du travail. Donc c'est un peu violent, on leur dit. Parce que comme disait tout à l'heure Jérôme, beaucoup sont venus de province, de campagne à Paris, parce que la mécanisation liée à l'industrie dans les campagnes a supprimé des emplois, des petites mains. On va à Paris pour trouver du travail, puis là on leur dit retournez en province parce que le travail, il n'y en a plus. Évidemment, ça va créer des mécontentements. Et c'est ainsi que tout va basculer dans la nuit du 21 au 22 juin, où une violente insurrection va être réprimée par une violente répression. Les ouvriers des faubourgs se regroupent et commencent à dresser des barricades. Leur slogan est d'abord la République sociale ou la mort, et ensuite du travail ou du plomb. Si vous ne voulez pas nous donner du travail, tirez-nous dessus, quoi. Voilà. Et l'ordre républicain va être rétabli par la violence. Il s'appelle, ça c'est mon titre, le général Cavaignac. C'est là que ce général va faire parler de lui. Il arrive tout droit de l'Algérie, où il a déjà beaucoup sévi contre les populations arabes. Ça, on l'a vu la dernière fois. Et Cavaignac, qui est un général tout à fait républicain, Cavaignac, c'est ça qui est étonnant, va avoir des méthodes absolument bonapartistes, parce qu'on se souvient comment Bonaparte avait réprimé par le canon les manifestations royalistes de 1795, c'est avant la campagne d'Italie. Donc là, c'est un peu les mêmes méthodes. Et donc Cavaignac va se montrer très violent. Bon, dans les rues de Paris, même scénario, des insurgés armés de fusils, de piques, de pistolets, les barricades sont érigées, enfin bref, ça, on a l'habitude de voir ça à Paris maintenant depuis la fin de la Révolution française. Les premières barricades, on a vu que c'était 1830, voilà, première barricade. C'est un phénomène nouveau, les barricades. Et alors, justement, les barricades, le oui. fameux roman de Hugo Les Misérables, oui. c'est à la suite. C'est 1832, Hugo Les Misérables. 1832, Hugo Les Misérables. Parce que, comme l'avait remarqué, je ne sais plus quel auteur, sous la Révolution française, il n'y a pas de barricade, parce que le roi Louis XVI ne s'oppose pas au peuple. Il n'y a pas de résistance. On va vers une décomposition jusqu'à l'arrestation du roi, mais il n'y a pas de résistance armée. Ce que Bonaparte reprochait d'ailleurs à Louis XVI. Il se laisse faire. Voilà. N'ayant pas de résistance, le peuple de Paris n'a pas besoin de se rebeller. Sous la Révolution française, les sans-culottes se réunissaient, ils amenaient des canons, ils se mettaient autour de l'Assemblée nationale et faisaient sortir les députés girondins. Ça se passait comme ça. Et pareil quand ils ont pris les Tuileries en 92, en août 92. La prise des Tuileries, c'est on amène les canons, on rentre dedans et on fait le roi et la reine sont allés se réfugier à l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas de barricades dans les rues de Paris. Les barricades arrivent en 1830. Ensuite, elles se reproduisent souvent jusqu'en 1948. L'Assemblée vote l'état de siège. Alors, je rappelle que l'état de siège, c'est tous les pouvoirs à l'armée. C'est-à-dire que c'est l'armée qui dirige. Répression militaire, c'est-à-dire on tire sur la foule. Les prisonniers, peloton d'exécution, ils peuvent être exécutés tout de suite.
Sinon, ils sont jugés par des tribunaux militaires. Hein. Donc l'état de siège, c'est ça. Quand le pays est très... Alors c'est arrivé en Algérie, en France, à propos de l'Algérie, je crois, état de siège, c'était avant 58, je crois, avant l'arrivée de De Gaulle. Il me semble qu'il y avait... Oui, quand les parachutistes ont défilé à Alger en janvier 1957, c'était l'état de siège. C'est-à-dire l'armée venait diriger à la place des pouvoirs civils. Ouais. Ah, je sais pas. Peut-être qu'il ne faut pas de majuscule. Peut-être qu'il ne faut pas. Je sais pas. Oui, tu as raison. Peut-être que l'état de siège, il ne fallait pas de majuscule. Ah oui. Écoute, je te donne le bon point. Et puis si jamais, voilà, non, je ne suis pas avare de bons points. Voilà. Les pouvoirs sont transférés au général Louis-Eugène Cavaignac, qui a donc les pleins pouvoirs pour ramener l'ordre à Paris. Alors lui, c'est un descendant d'une famille d'abord républicaine et ensuite bonapartiste. Et on va faire le lien, et c'est très intéressant de voir la filiation politique. Son père, Jean-Baptiste Cavaignac, était un député montagnard sous la Convention. Et en janvier 93, le 17 janvier, Jean-Baptiste Cavaignac, le père d'Eugène, avait voté la mort du roi. Il était tout à fait dans l'orthodoxie de ce qu'on pourrait déjà appeler la gauche, puisqu'on va jusqu'à supprimer le roi. Voilà. Famille de tradition donc républicaine, qui en 1830, Cavaignac en 1830, se déclare favorable du côté des insurgés, c'est-à-dire qu'en 1830, quand le peuple de Paris veut chasser Charles X, et que c'est finalement Louis-Philippe qui arrive grâce à Lafayette, mais qu'au départ, on chasse Charles X de Paris, Cavaignac, à ce moment-là, le même, est du côté des insurgés. Il est favorable à l'abolition de la monarchie absolue que voulait restituer, finalement, réinstaller Charles X. Donc c'est un vrai républicain, mais il ne supporte pas le désordre. En Algérie, il a fait ses preuves parce qu'il a été extrêmement brutal dans la répression contre les rebelles algériens, qui étaient donc des soutiens à l'époque d'Abdelkader. Et oui. Il est élu député dans le département de la Seine et aussi dans le Lot, donc dans 2 départements, il est élu député. Et son credo, c'est protéger la jeune République du danger que représentent les émeutes sociales. Et là, on le voit, donc, Louis-Eugène Cavaignac, vous voyez. Et il me rappelle le général Custer, qui était dans les guerres indiennes un peu plus tard et qui va aussi massacrer beaucoup d'Indiens, bref. Et là, on voit la caricature de Cavaignac d'époque, protégeant la jeune République. Parce qu'elle est jeune, la République, c'est un bébé, là. Et gare à qui la touche. Vous voyez, Cavaignac est présenté comme ça. Et vous verrez, quand on fera 1871, qu'on va aussi considérer que Thiers sauve la Troisième République par la répression de la Commune. Sans quoi les royalistes n'auraient jamais fait confiance à Thiers pour installer la Troisième République. Donc la République s'est légitimée politiquement aux yeux des royalistes par la répression. Eh oui. Avait-il le choix? Ça, je ne sais pas. Après, chacun peut se donner son avis, mais enfin, au départ, c'est cette configuration-là qu'il faut retenir. Alors Cavaignac agit très vite. Dès l'après-midi du 22, il appelle des troupes, parce qu'il renforce évidemment sa position à Paris. Il va jusqu'à 120 000 soldats donc, autour de Paris. Les combats éclatent à 18h. Et les insurgés sont surpris par la brutalité, parce qu'on s'attendait, on était quand même en Seconde République, on s'attendait à ce que l'armée soit plus conciliante. Et en fait, ils reçoivent des boulets de canon. Les femmes et les enfants, il n'y a pas de différence, là on tire sur tout le monde. On est surpris par la violence de la répression, et des rues entières sont bombardées sans égard à la population qui y habite, et même parfois il y avait des gens dans les immeubles qui n'étaient pas des manifestants, mais qui recevaient quand même les boulets de canon, quoi. Donc, voilà. Les insurgés résistent à l'est de Paris, et du 23 au 26 juin, c'est l'écrasement. Aucune négociation n'est envisagée. Les combats de rue acharnés, à l'issue des combats de rue, les quartiers sont écrasés par les canonnades. Et l'armée procède à des exécutions sommaires. On attrape les mecs, on les fusille. On fait ce qu'a fait le général Murat à Madrid
le 13 de Mayo, on avait vu ça dans l'Empire, hein, ces pauvres républicains, pas républicains, ces pauvres madrilènes qui voulaient le retour de leur roi à Madrid, sont attrapés par les généraux de Napoléon et sont fusillés immédiatement. C'est le 13 de Mayo de Goya. Là, on est à peu près dans la même configuration en termes de violence, voilà, de violence sociale. Donc le bilan, 4000 morts, 12 000 arrestations, 4000 déportations en Algérie. Donc si on fait le total, hein, ça fait 20 000 personnes. Les journées de juin 48 marquent dans le sang la rupture définitive entre la République et le monde ouvrier. C'est la fin du mythe républicain. Parce que là, on comprend que la République ne va pas aller dans le sens des revendications ouvrières. Désormais, la peur sociale hante durablement les possédants, ce qui permet à Karl Marx d'utiliser cet oxymore, la défaite que ces manifestations de juin 48 sont une défaite fondatrice du prolétariat moderne. Pourquoi fondatrice ? Parce que Marx, qui veut que le prolétariat devienne l'avant-garde d'une révolution qui va à la fois illustrer et faire triompher la lutte des classes, a besoin d'une telle répression pour choisir son camp. Il n'y a pas d'hésitation. Et donc pour Marx, c'est fondateur. Ça va nous amener directement à la lutte des classes. Ça, on va le voir tout à l'heure en conclusion de chapitre. Marx reconnaît le caractère révolutionnaire des journées de juin 48. Et retenons aussi que cette répression sanglante, Louis-Philippe y avait renoncé parce qu'il avait préféré abdiquer plutôt que de mettre un bain de sang dans Paris. Il avait refusé à Bugeaud le droit de tirer sur la foule, donc très peu de temps avant, parce que là on est en juin 48, c'est début février, c'est en février 48 que Louis-Philippe dit à Bugeaud non, j'abdique. Donc c'est 4 mois avant. Hein. Voilà. Une illustration parmi d'autres des journées de juin 48, voilà. On voit toujours la même chose, hein. Des canonnades dans les ruelles, etc. Je ne sais pas ce que font les gens aux fenêtres, là, ils brandissent des choses, mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Voilà. À ce moment-là, nous devons, nous, auditeurs de l'histoire, observateurs de l'histoire, analyser la jeunesse, ce qu'est la jeunesse de la République. Parce qu'on a aujourd'hui, nous, avec notre liberté, égalité, fraternité, une conception, je dirais, à la fois très synthétisée et très théorique de la République. C'est compliqué pour la République d'assurer la liberté, l'égalité, la fraternité. Et il est bon d'avoir cette réflexion. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors déjà, la filiation politique, arrêtons-nous un moment sur le papa de ce Eugène Cavaignac. Jean-Baptiste est ici, vous voyez, il a une bonne tête de montagnard, je trouve. Il ressemble un peu au représentant en mission, hein, on sent qu'il est décidé. Il est avocat au Parlement de Toulouse, il a été élu à la Convention en 92 dans le groupe des montagnards. Il vote la mort du roi. En revanche, et ça c'est peut-être important, il n'approuve pas l'arrestation des Girondins le 2 juin 93. Parce que rappelez-vous, en 93, Robespierre, Marat n'est pas encore mort, hein, non, Marat meurt le 12 juillet 93. Robespierre et Marat décident qu'il faut se débarrasser des Girondins. On demande à François Herriot de rassembler une troupe de sans-culottes, et au canon, on va devant l'Assemblée nationale, sommer les Girondins de se rendre, de se dénoncer comme traîtres, et donc 33 Girondins, je crois, ou 32, sont faits prisonniers et vont être guillotinés à l'automne. Cela, Jean-Baptiste Cavaignac le désapprouve parce que, et là on voit qu'il est républicain, quelque part, vous voyez, il désapprouve cette extermination des Girondins, qui est l'histoire de la terreur en 93. Hein. Et plus tard, il assistera Barras, qui est l'homme du directoire, d'abord de la Convention thermidorienne, il assistera Barras pour sauvegarder le nouveau régime contre les périls intérieurs, à la fois royalistes et jacobins, parce que après la chute de Robespierre, on passe de la Convention montagnarde à la Convention thermidorienne, parce que c'est 9 thermidors, hein, et dès lors, là on a deux types d'opposants, on a les royalistes qui veulent revenir au pouvoir, et on a les jacobins qui à l'époque étaient considérés comme les soutiens de Robespierre, qui veulent restituer le régime que Robespierre incarnait. Et donc il y a les deux ennemis contre lesquels les dirigeants de la Convention thermidorienne et ensuite du directoire vont lutter sur deux fronts. Voilà. Et c'est là que Bonaparte va devenir célèbre, parce qu'il va s'acquitter de son travail de répression, donc en frappant des deux côtés pour sauver
ce qui finalement est la République. C'était cette position centrale, centriste je dirais, un peu conservatrice, d'une République qui n'était donc qui luttait à la fois contre les royalistes et contre les jacobins. Le parcours de Jean-Baptiste Cavaignac révèle que les montagnards de 93 et 94 ne sont pas les précurseurs du socialisme. On aurait tort de le penser. Il y a un précurseur du socialisme, c'est Gracchus Babeuf. C'est même pas Robespierre, c'est Gracchus Babeuf qui donnait la priorité au social. J'avais fait un petit topo sur Gracchus Babeuf en 1796, quand il va être guillotiné pour complot contre le directoire. Oui. Babeuf, c'était pas la coalition, la conjuration des égaux. Il voulait absolument mettre en œuvre le principe égalitaire de Robespierre et l'abolition de la propriété privée. Donc c'était un conspirateur, il a utilisé l'attentat pour ça. Et lui représente vraiment, par son souci égalitariste, l'ancêtre et sa priorité sociale, l'origine du socialisme en France. Car les montagnards sont avant tout anti-royalistes et républicains radicaux, ils ne sont pas socialistes. On verra tout à l'heure le cas de Robespierre. Les montagnards ne sont pas égalitaristes, ils défendent la souveraineté du peuple, mais acceptent la violence d'État comme nécessité historique. Ça, c'est important. Ce n'est pas des anarchistes, ils sont pour l'ordre. Le parti de l'ordre est déjà là, quand on accepte la violence de l'État comme nécessité historique. Là, ça veut dire que l'ordre est une priorité. Donc, ils veulent l'égalité civile, mais pas l'égalité économique. Et la nuance est importante. Et favorable, bien sûr, à la propriété privée. Si on pousse cette réflexion un peu plus loin, donc considérons Babeuf comme une exception sociale en 93, il était tout seul à dire ce qu'il disait. Qu'en est-il de Robespierre et de Saint-Just ? Robespierre et Saint-Just ne suppriment pas la propriété privée. Ils ne proposent pas l'égalité économique. Ils ne sont donc pas socialistes de ce point de vue. Saint-Just et Robespierre sont avant tout partisans du triomphe de la vertu. Ils sont pour une exception morale de la Révolution. C'est la corruption qui rend fou Robespierre. Mais il n'aspire pas à une égalité socialiste de la société. C'est la vertu qui est son credo. Robespierre et Saint-Just veulent fonder une république adossée à un État jacobin pour régénérer l'homme. Robespierre part de la maxime de Jean-Jacques Rousseau, l'homme est né bon, la société l'a rendu mauvais, et Robespierre répond, puisque la société rend l'homme mauvais, améliorons la société, donc par la vertu, par la rigueur morale, et si nous améliorons la société, nous allons créer une nouvelle race d'hommes, des hommes régénérés, qui vont être à nouveau vertueux. C'est ça le mantra de Robespierre. La régénération de l'homme par une société vertueuse. Et on peut dire que de ce point de vue, Robespierre et Saint-Just sont rousseauistes sans être socialistes. Un autre personnage historique présente, alors là on est toujours dans la palette, l'éventail de la palette républicaine. On a Gracchus Babeuf, l'égalitariste socialiste, Robespierre et Jean-Jacques Rousseau, l'exception morale, la régénération du citoyen par la vertu, mais pas l'égalité ni l'abolition de la propriété, et arrive un troisième larron, je dirais, Joseph Fouché, Joseph Fouché qui est un grand homme d'État, qui était très décrié, mais je pense l'histoire est un peu injuste vis-à-vis de Fouché. C'est un régicide, il applique la terreur à la lettre à Lyon en 93 et sans état d'âme. On l'a appelé le fusilleur, le mitrailleur de Lyon. À telle enseigne que Robespierre vient même reprocher son zèle. C'était quand même culotté parce que c'est lui qui a envoyé les représentants en mission. Et puis de retour à Paris, Robespierre demande des comptes à Fouché pour avoir trop bien appliqué la terreur. Et c'est là que Fouché se dit, il va avoir ma tête. Et donc il a été c'est lui qui a organisé le complot de Thermidor pour la chute de Robespierre. Ça on l'a vu dans la Révolution française. Mais Fouché a été malin parce qu'il a vu que ses jours étaient comptés. Voilà. Je rends la parenthèse. C'est un homme d'État pragmatique. Après Thermidor, il ne croit ni à la vertu, ni à l'utopie, ni au peuple souverain. Fouché incarne l'ordre, l'efficacité, la continuité de l'État républicain. Fouché est foncièrement républicain. À l'époque, c'était pas neutre de vouloir faire tomber la monarchie. Il y avait beaucoup de royalistes encore en France. Voilà. Donc Louis-Eugène Cavaignac, en tant que républicain et fils de montagnard, s'inscrit naturellement dans la lignée de Fouché, plus que dans celle de Robespierre. Voilà. À ce titre, on peut dire qu'il descend des montagnards, mais pas la branche robespierriste, la branche thermidorienne.
Parce que Fouché, c'est Thermidor. C'est Fouché qui provoque Thermidor. Voilà. C'est ainsi qu'il faut analyser l'héritage politique des montagnards de 1793. Alors, comme c'est un peu compliqué, je vous ai fait un tableau de synthèse. Je me suis dit, là, c'est quand même un peu compliqué. Et j'ai fait un beau tableau. Voilà, je vous ai mis ici, qu'on va vite parcourir pour vraiment bien que les choses soient claires dans les têtes. Le concept de république est trop large. Il faut compartimenter ce concept pour comprendre les évolutions historiques et politiques. Au départ, point de départ de la Révolution française, on peut dire que les Girondins représentaient d'une manière assez authentique l'esprit des Lumières. L'esprit des Lumières qu'on a autour de Voltaire, la liberté absolue de conscience, la liberté politique, la liberté des droits, mais il n'y avait pas de préoccupation sociale là-dedans. Voilà. Les Girondins étaient proches de cet esprit des Lumières-là, tel que Voltaire l'a incarné. Les montagnards, eux, ont éliminé par la force les Girondins le 2 juin 1993, avant de les guillotiner. Hein? Les montagnards les ont éliminés. Les ont éliminés. Tu as été qui ont trop. Ah pardon, il y a une petite faute là. Un bon point pour... Un bon point pour... Un bon point, je monte à la caméra. Voilà. Il y avait une petite faute, oui, je corrigerai dans le texte à la fin. Ouais, les ont éliminés par la force. Donc la Convention montagnarde, de juin 93 à juillet 94, engendre 3 types de radicalité. Les montagnards entre eux ne sont pas unis politiquement. Il y a d'abord une radicalité morale, on l'a déjà vu, c'est Robespierre et Saint-Just. La révolution politique est achevée. Il faut stabiliser la révolution par l'exercice de la vertu et par le culte de l'être suprême. Si Robespierre, à un moment donné, a recours à l'être suprême, il n'a pas tort là. C'est parce qu'il se rend compte que la République toute seule, je dirais sans spiritualité, n'est pas apte à fédérer les Français. Donc il essaye maladroitement, comme ça, avec un discours que personne n'a écouté, d'inventer quelque chose qui n'est pas la religion, évidemment, mais qui s'en rapproche. Chez Rousseau, ça renvoie à ce que Rousseau appelle la religion civile. Dans le contrat social, Rousseau parle de la religion civile, oui, qui est une religion de la loi, en fait. Oui. Une sorte de théologisation oui. de la loi, de divinisation de la loi. Divinisation de la loi. Moi, je suis assez favorable à ça. Je dis qu'il y a une morale républicaine dont il faut imprégner les jeunes générations à l'école. Ça commence là. La citoyenneté, c'est très important. Voilà. Avec toutes les règles morales, l'assistance, le secours, la solidarité, tout ça, c'est la citoyenneté. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a effectivement une morale. On ne peut pas vivre en République sans morale. C'est absolument pas possible. Voilà. C'est pour ça que je pense que l'idée de l'être suprême, où tous les représentants en mission se sont dit Robespierre est fou. Il va nous avoir. Il faut qu'on le descende avant qu'il nous... Voilà, ça s'est passé comme ça. Hein. Ils ont écouté le discours d'une manière hallucinée et ça a donné finalement, quelques semaines plus tard, le 9 Thermidor. Mais enfin, donc la vertu, et si la République ne suffit pas, le recours au culte de l'être suprême, peut-être dans une filiation rousseauiste, pour inculquer cet impératif moral aux citoyens. La logique rousseauiste, je l'ai dit tout à l'heure, puisque la société corrompt les hommes, améliorons moralement cette société, fût-ce par la terreur. Et là, on recule devant aucun moyen. Et ayons à l'esprit que bien que rousseauiste, Robespierre ne remet pas en cause la propriété privée. Une première filiation de politique de la Convention montagnarde, c'est la radicalité morale. Ensuite, une radicalité sociale, on l'a vu aussi avec Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf dit la révolution n'est pas terminée, contrairement à Robespierre qui dit elle est terminée. Et pour achever la révolution, il faut abolir la propriété privée. Ça, c'est très rousseauiste aussi. Donc on va dire que Rousseau va se partager entre Robespierre et Babeuf, quelque part. Abolir la propriété privée, des moyens de production. Alors oui, c'est peut-être pas les logements là dont il s'agit, mais c'est des moyens de production. Donc on va vers le modèle soviétique un peu. Mieux organiser la production et la distribution pour libérer le peuple de la faim. Parce que si on produit mieux et qu'on distribue mieux, ben on élimine les famines. Parce que quand on dit libérer le peuple, je pense que c'est libérer de la faim. Voilà. La famine. Gracchus Babeuf utilise une logique conspirationniste et insurrectionnelle pour arriver à ses fins. Il va être capturé et condamné et exécuté. Les continuateurs de Babeuf, alors surveiller sur Rousseau et Saint-Just, je n'ai pas trouvé de continuateurs. Mais sur Babeuf, j'en trouve. Il y a Auguste Blanqui, l'insurrectionnel. Il y a Karl Marx. Karl Marx, il considère que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Et donc Auguste Blanqui avait déjà
parlait de lutte des classes, avait déjà dit oui, il y a une guerre entre les pauvres et les riches, mais c'est les riches qui l'ont comment dire, provoqué cette guerre. Nous, on ne fait que répondre. La dictature du prolétariat, c'est la réponse. Pour arriver à la société égalitaire, on utilise l'avant-garde de la révolution, c'est le prolétariat éclairé, qui va devenir le parti avec Lénine. Alors j'anticipe, donc Lénine, le parti bolchevique, c'est l'avant-garde éclairée du prolétariat, qui va devenir ensuite le parti communiste. Ce sont des ouvriers au départ, mais des ouvriers éduqués, qui apprennent la théorie, la dialectique marxiste, et qui donc sont aptes ensuite à diriger la société. Bon, c'est l'avant-garde prolétarienne de la révolution. On peut dire que Blanqui a eu des continuateurs, que Babeuf a eu des continuateurs en la personne de Blanqui, Marx et Lénine. Et enfin, la troisième radicalité, c'est la radicalité jacobine. Et là, il ne faut pas faire la confusion. On parlait au début de club des Jacobins comme étant le club robespierriste, mais il y a une autre, conception des Jacobins, c'est l'État centralisateur. C'est l'État fort. Quand on parle d'un État jacobin, ça veut dire que l'État s'empare du pouvoir régalien et l'exerce avec une grande autorité. C'est un État centralisé. Voilà. C'est cet aspect-là qu'il faut retenir, la radicalité jacobine, qui est fondée sur l'ordre républicain, mais ordre républicain au nom du salut public. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question la nécessité d'un comité de salut public s'il faut vraiment ça pour gouverner. Donc on va jusqu'à la dictature, mais comment dire, pas la dictature du prolétariat, la dictature d'un comité de salut public pour imposer l'État jacobin républicain. Voilà. Là, on a Fouché, Barras et Bonaparte, parce que Bonaparte a été comme ça au début de sa carrière. Sauver la République à tout prix, même contre la morale, même contre l'égalité, même contre le peuple. L'État prime tout chez les Jacobins. Donc on n'a pas le droit de remettre en question la sauvegarde de l'État. Et c'est dans cet esprit que Louis-Eugène Cavaignac commet la répression de juin 1948. Puisque l'État prime tout et puisque la logique jacobine c'est de sauver avant tout l'État républicain, fût-ce donc aux dépens du peuple, eh bien il n'hésite pas et donc il va tirer sur la foule et provoquer les massacres de juin 1948. Donc là on est bien dans la filiation jacobine de la troisième filiation révolutionnaire. Cavaignac peut se revendiquer d'un héritage révolutionnaire montagnard. Il fait partie de la troisième famille. Et derrière le Cavaignac, comme je dis tout à l'heure, on a Adolphe Thiers, qui écrasera la commune de Paris en 1971 pour sauver la République. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut avoir associé République et répression si on décortique un peu le concept révolutionnaire de départ. Un petit mot pour aujourd'hui. Aujourd'hui, simplement le commentaire que je fais aujourd'hui, c'est la République d'aujourd'hui avec ses 4 concepts, liberté, égalité, fraternité, laïcité, serait très riche intellectuellement si on faisait vivre ces concepts, mais elle ne dispose plus d'un État assez fort pour les mettre en œuvre, je pense, par rapport aux difficultés contemporaines. C'est le constat que je fais aujourd'hui. Il me semble que l'État n'est pas assez fort pour faire triompher ce type de république. Je ne vais pas plus loin. Ensuite, un mot sur, je regarde un peu, voilà, c'est la dernière page. Là. Après, vous avez un beau schéma encore. Puis on a bientôt fini. Comment l'ouvrier est-il devenu un épouvantail dans la société de 1948 ? Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour répondre à cette question. Il ne faut pas croire que la bourgeoisie de 1948 était cruelle et qu'elle méprisait l'ouvrier. Il y avait des méthodes, il y avait des pratiques beaucoup liées à la charité. Les œuvres sont nombreuses. Le catholicisme social est très actif et donc on ne méprise pas l'ouvrier, on ne méprise pas le pauvre. Mais on n'accepte pas que le pauvre se rebelle contre le bourgeois. Si le bourgeois se sent menacé par le pauvre, il va évidemment se retrancher derrière le parti de l'ordre et abandonner ses priorités sociales que la charité éventuellement pouvait représenter. Premier point. Deuxième point, si en 89, les 3 ordres se côtoyaient encore, parce que ce qu'on a oublié de 89, on parlait des 3 ordres, le clergé, le tiers-état et la noblesse. Certes, c'était des ordres séparés, mais qui se côtoyaient encore. Or, on se rend compte qu'en 1948, peut-être par le biais de l'industrialisation du pays, bourgeois et ouvriers vivent dans des mondes séparés. Et c'est ça le début de quelque chose de grave. C'est là le schisme républicain, il est là. C'est-à-dire que tout diverge, les quartiers sont différents, les rythmes de vie sont différents, le langage est différent. Balzac, dans la Comédie humaine, décrit un univers bourgeois duquel l'ouvrier est absent. Voilà.
L'ouvrier n'est pas un semblable, c'est un autre que le bourgeois ne comprend pas. C'est un type social distinct. L'ouvrier devient un étranger pour le bourgeois. Et là aussi, il faut trouver dans cette incompréhension l'origine de la répression. Parce que l'ouvrier va faire très peur au bourgeois. C'est la peur qui va provoquer la répression. Comment cet homme à qui on faisait la charité, dont on a soigné la femme et les enfants, et dans la rue, il nous jette des pavés? Vous voyez, c'est ça la logique. Et donc, on ne va pas accepter que l'ouvrier devienne un émeutier qui revendique des droits. Alors, au milieu du 19e siècle, il faut aussi avoir à l'esprit que les valeurs associées au travail étaient des valeurs individuelles. Ça, c'est important. Parce qu'avant l'ère industrielle, il y avait des gens courageux, qui travaillaient, qui étaient honnêtes, qui donnaient de leur énergie pour faire bien leur travail. Et ces gens-là pouvaient espérer une récompense. D'abord une reconnaissance, c'était l'artisanat, c'était le paysan, c'était l'ouvrier, mais dans une petite structure, c'était la manufacture. On pouvait espérer que les valeurs individuelles soient récompensées. Bon. Or, la logique du travailleur honnête et courageux, qui pouvait gagner sa vie par son labeur, était encore valable au début du XIXe siècle. Mais dès qu'arrive l'usine et l'ère industrielle, cette logique vole en éclats. C'est-à-dire que dans une usine, énorme machine, avec un bruit épouvantable, l'impossibilité de parler, les rythmes très durs, le travail très dur, les gestes répétitifs, la mécanisation du geste, comment voulez-vous faire valoir vos valeurs individuelles de courage, de travail bien fait, qui faisait l'amour du travail avant l'ère industrielle? On a avec l'ère industrielle un univers, je dirais une infrastructure qui est l'usine, qui va enfermer l'ouvrier dans une logique dont il ne pourra pas sortir. Parce qu'en plus, sortant de l'usine, sourd à cause du bruit, après 10 heures de travail par jour minimum, il va gagner 2 francs par jour. Donc l'ouvrier est plongé dans l'ère industrielle, dans un contexte, je dirais, presque infernal, kafkaïen, dont il ne peut pas sortir. Et donc c'est pour moi, la grande utopie saint-simonienne qui s'effondre. Saint-Simon meurt en 1825. Saint-Simon qui voyait dans l'ère industrielle l'avènement d'une humanité meilleure parce qu'on allait enfin pouvoir produire et contenter l'humanité grâce au capitalisme industriel, ça ne se passe pas du tout comme ça. L'ouvrier ne voit pas du tout ça. Là aussi, l'ouvrier est mis dans une nasse, je dirais, sociale et technique et industrielle qui va en faire un révolté. On va fabriquer la révolte ouvrière. Bon. On a vu aussi dans Germinal ce genre de situation. Il n'y a pas que l'usine, il y a la mine aussi. Voilà. Et donc l'ouvrier n'éprouve qu'un sentiment d'injustice et de colère. Parce qu'il donne beaucoup et il reçoit peu. Dès lors, il va rentrer dans le cycle d'une revendication sociale. Et alors, il va inquiéter le bourgeois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir du cercle infernal dans lequel il est plongé. Et il va être considéré comme l'ennemi de classe. C'est ainsi que l'idée même du social, l'idée du social qui était encore la planche de salut, c'est-à-dire aider les pauvres à vivre, va devenir pour les autres classes sociales une peur existentielle. C'est-à-dire que pas de république sociale, on a trop peur de l'ouvrier pour l'aider dans ses revendications. L'insurrection ouvrière est perçue comme la préfiguration du chaos. C'est pas du tout un progrès, c'est pas du tout un mouvement des forces progressistes, c'est la préfiguration du chaos. Tocqueville prédisait une révolution sociale sans fin. Attention, le social, ça ne s'arrête jamais. Donc si vous mettez le petit doigt et que vous commencez à donner, il faut donner tout le temps. Donc il n'y a pas d'issue, et là le bourgeois va avoir cette réaction de peur de dire « Je me réfugie dans le parti de l'ordre, surtout je ne vais pas vers la revendication, je ne suis pas solidaire de la revendication ouvrière. » On va voir le tableau tout à l'heure. Bon. On peut conclure de ces éléments que la bourgeoisie libérale est dans l'incapacité, c'est ça qui est important, l'incapacité structurelle de penser le monde ouvrier. On n'a pas su, en 1948, penser le monde ouvrier, comprendre ce que je viens de vous dire, tel qu'il émerge avec l'industrialisation. Il en résulte un vide conceptuel majeur, on ne sait pas quoi faire. La misère n'est plus perçue comme un accident qu'on peut réparer, mais comme une menace. La misère est perçue comme une menace. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de plaindre les malheureux, on est en train de craindre les malheureux. Et ça, c'est terrible dans la logique sociale. La seule réponse que la bourgeoisie va pouvoir donner à ce malaise social, c'est le maintien de l'ordre, la répression policière, voire militaire.
Et c'est dans ce vide conceptuel, dans cette incapacité à répondre aux problèmes ouvriers que va s'engouffrer le marxisme. Alors Marx écrit le manifeste du Parti communiste en 1948, mais c'est en allemand. Il ne sera traduit qu'en 1970. Donc il ne faut pas croire qu'en 1948, il n'y avait aucun ouvrier marxiste en France. Hein. Ils ne savaient pas ce que c'était. Bon. Mais donc le marxisme s'engouffre dans cette incapacité bourgeoise de penser la condition ouvrière. Et lui, Marx, va dire, mais moi j'ai la solution systémique, c'est la lutte des classes. Camarade, rentre dans la lutte des classes, devient appartient à l'élite du prolétariat éclairé, et tu vas voir, on va changer la société, et on va aller vers une société égalitaire, sociale et ouvrière. Voilà ce que le message, je dirais, évangélique que Marx amène à la condition ouvrière en 1948, enfin au milieu du 19e siècle, et donc c'est ainsi qu'on va aller vers l'essor du socialisme et donc même la révolution russe de 1917. Alors tout ce que j'ai dit là, je vous l'ai mis en tableau, et puis là j'arrête, c'est fini, oui, c'est la fin. Ça méritait encore un tableau, hein, ce mécanisme social. À gauche, on a la peur existentielle de la bourgeoisie, qui, bien que pratiquant la charité ou créant des emplois avec le catholicisme social, est quand même entourée par la peur existentielle dès lors que l'ouvrier devient un être revendicatif et surtout nombreux, parce que les ouvriers sont de plus en plus nombreux, et le nombre ça fait peur. Hein. Il y a du côté de la bourgeoisie, des classes moyennes, une incapacité à penser le monde ouvrier de l'usine. En face, il y a une nouvelle structure industrielle contraignante, c'est l'usine, dans laquelle est enfermée la classe ouvrière, c'est-à-dire ses valeurs individuelles et sa force de travail n'ont plus un grand intérêt, alors que jadis, avant le monde industriel, il y avait un échange possible dans une société pré-industrielle entre d'un côté les valeurs individuelles, la force de travail, et de l'autre la charité et l'emploi que la bourgeoisie pouvait proposer d'une manière non industrielle aux travailleurs. Cela va disparaître parce que maintenant dans une structure industrielle. Une structure industrielle qui en plus provoque bas salaire, chômage et sentiment d'injustice. Ce qui fait qu'entre ces deux mondes séparés, on ne trouve que la répression policière et militaire. Cette aporie, ce vide conceptuel, va être l'autoroute pour que la théorie marxiste occupe le terrain et dise mais nous avons la solution, c'est la lutte des classes comme réponse systémique. Donc ce tableau-là montre bien, je trouve, le mécanisme social qui se met en place au milieu du XIXe siècle. Voilà. Et Marx écrira, donc ça confirme ça, Marx écrit « Les ouvriers répondirent le 22 juin 1948 par une formidable insurrection où fut livrée la première grande bataille entre les deux classes qui divisent la société moderne, donc les bourgeois et la classe ouvrière, la lutte pour le maintien ou l'anéantissement de l'ordre bourgeois. La République se déchirait. » Donc Marx considère que le déchirement de la République est nécessaire pour arriver à la société socialiste. La République est un leurre. La République ne répond qu'aux besoins des bourgeois, qui veulent de la liberté et qui veulent conserver leur bien-être. La répression qui s'ensuivit fut à la mesure de ce qu'écrivait Marx. Et je termine par Jacques Julliard, qui dit, en page 312 de son fameux livre Les gauches françaises, oui. Ainsi, en février 1948, la réforme politique avait rassemblé le camp républicain. Février 1948, le camp républicain est rassemblé par la réforme, mais en juin 1948, la réforme sociale sépara la bourgeoisie républicaine et la paysannerie de la classe ouvrière. Un terrible divorce. Dès lors se posait la question suivante, le clivage politique majeur est-il entre républicains et conservateurs, question de la gauche et de la droite aujourd'hui, ou bien au sein du camp républicain entre modérés et radicaux. Voilà. Il y avait les républicains modérés qui ne veulent pas aller vers des réformes sociales, et les républicains radicaux qui vont dire on abandonne la République et on va vers le socialisme. Voilà. Et pour aujourd'hui, nous conclurons ainsi notre séance. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Je vous remercie.